pas le porte-voix du RDPC. Il n'est pas le porte-voix du RDPC. Monsieur Tegen, vraiment, c'est vous qui parlez de République et ça plaît à la Constitution. Monsieur Tegen, est-ce que vous êtes responsable de la communication du RDPC? Il y a Jean Cute également qui est le secrétaire général de votre formation politique. Ils sont ces personnalités existent. S'il y a un document à leur remettre qui concerne le parti politique, ce sont ces personnes-là qui sont censées recevoir du document. Vous ne pouvez pas confondre la fonction ministérielle à celle de responsable d'un parti politique. Très bien. Vous puissiez savoir. Et c'est toujours le même à Tangandji. Marafa ne faisait pas ça. Marafa ne s'immisçait pas dans la gestion interne des partis politiques. Nous nous indignons toujours lorsque... Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit de Réponse. Droit de Réponse est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée à l'appel des chefs traditionnels du Cameroun à un nouveau mandat pour le président de la République. Réunis à Yaoundé au cours des travaux présidés par le ministre de l'administration territoriale, les représentants du commandement traditionnel dit Cameroun Tribune ont appelé à la candidature de Paul Biya. Ils justifient leur soutien total et inébranlable par les multiples marques de considération que les pouvoirs publics leur ont toujours témoigné. À titre d'illustration, précise le quotidien à capitaux publics, les chefs traditionnels du premier degré, du deuxième et du troisième degré ont droit depuis 2013 à des allocations mensuelles de 200 000, 100 000 et 50 000 francs CFA en application d'un décret présidentiel signé la même année. Faut-il donc considérer ce soutien des chefs traditionnels comme un retour d'ascenseur? Dans ce cas, à quel titre ces chefs traditionnels feraient-ils donc cette déclaration de soutien? En leur nom propre ou au nom de leur sujet, des populations qui sont censées représenter? Les prises de position politiques des chefs traditionnels n'ont-elles pas désacralisé la fonction chefale? Peut-on dire que Paul Biya est donc le candidat des quelques 300 chefs traditionnels qui se sont réunis au Palais des Congrès à Yaoundé la semaine dernière, en prenant en compte la polémique qui enfle sur les réseaux sociaux au sujet de la liste des signataires effectifs et la liste de présence qui aurait été annexée donc à la déclaration de soutien de la candidature de Paul Biya? Peut-on croire que ces chefs traditionnels ont été piégés? Par contre, les militants politiques ou les hommes politiques qui sont allés à la rencontre du MINAT cette semaine pour déclarer leur soutien à la candidature de Paul Biya, c'est sûr, eux n'ont pas été piégés. Ils assument clairement leur position. Ils disent très clairement qu'ils choisissent Paul Biya pour la présidentielle 2025. C'est d'ailleurs la grande une de CRTV Web du 1er février 2025, consultée à 8h44 minutes. Les leaders de l'UPC, du MDR, du PCRN et du PRAC ont remis des déclarations de soutien et d'appel à la candidature de Paul Biya au ministre de l'administration territoriale ce 31 janvier à Yaoundé, écrit le site web. Il s'agit, poursuit le journal en ligne, de Robert Bapolipote qui conduisait l'UPC, de Daïsala Tigana qui conduisait le MDR, de Robert Kona qui conduisait le PCRN et Jean-Jacques Bogol, le leader du PRAC. Question: pourquoi c'est le MINAT qui reçoit ces appels de soutien à la candidature de Paul Biya et non Jean Kuete qui est le patron du RDPC après Paul Biya? Le MINAT est-il le chef du Rassemblement démocratique du peuple camerounais appelé à investir le candidat Paul Biya? N'y a-t-il pas de confusion entre la fonction ministérielle où le ministre est au service de la République et l'homme politique qui peut avoir des positions partisanes? Autre chose, comment le MINAT peut-il recevoir en mondovision des leaders politiques qui ne peuvent plus parler au nom de leur parti politique parce qu'ayant été déboutés par la justice? Le MINAT est-il en rébellion contre la justice qui a rendu des décisions claires au sujet du leadership au sein de ces formations politiques, le PCRN, l'MDR et l'UPC en l'occurrence? N'est-il pas en porte-à-faux avec la vision du président de la République qui rappelle toujours, et plus récemment encore, qu'en toutes circonstances, il faut toujours agir en conformité avec la loi? N'est-ce pas là un acte de défiance à la loi et aux institutions de la République susceptibles de causer des troubles à l'ordre public? Droit de réponse de ce dimanche, c'est aussi et surtout des questions mémorielles avec notamment cette problématique, cet ensemble de questionnements liés à la présentation du rapport de la commission mixte franco-camerounaise chargée de faire la lumière sur les événements survenus pendant la répression des mouvements indépendantistes entre 1945 et 1971. Quelle peut être la pertinence d'un tel travail? Quelle est l'importance que le renouveau accorde aux questions mémorielles? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de droit de réponse de ce dimanche 2 février 2025. Convié sur le panel cette mi-journée, Maître Moustapha Ngwana, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval, bonjour à mes compagnonnistes, bonjour à vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver sur le plateau. J'espère que nous serons à la hauteur du débat.
Merci, vous êtes conseiller municipal à Vouri 5, à la commune d'arrondissement de la 5. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous êtes également enseignant. Merci également à vous d'être venu. Maître Georges Tegan, bonjour, bienvenue. Bonjour Bilal, bonjour Annette, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Merci Maria. Vous êtes le plénipotentiaire du représentant du RDPC sur ce panel cette journée. Merci infiniment d'être là. Maître Tchekali Assad, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Duval, bonjour à mes copanélistes. Et surtout bonjour à mes dizaines de camarades qui continuent de souffrir le martyre dans les geôles du régime de Yaoundé. Maître Tchekali Assad, encore barreau du Cameroun, porte-étendard du MRC sur ce panel cette mi-journée. Et mon candidat, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval Fangoua, bonjour aux copanélistes. Je renouvelle mes salutations fraternelles, amicales et cordiales aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. Et moi, je voudrais commencer avec vous en partageant avec vous, bien sûr, cette une de CRTV Web consultée, je l'ai indiqué hier, 1er février 2025. Présidentielle 2025, 4 partis politiques choisissent Paul Biya. Les leaders de l'UPC, du MDR, du PCRN et du PRAC ont remis des déclarations de soutien et d'appel à la candidature de Paul Biya au ministre de l'administration territoriale. Dans le développement, le journal écrit au lendemain de l'appel des chefs traditionnels du Cameroun, quelques partis politiques demandent à leur tour à Paul Biya d'être candidat au prochain scrutin. Il s'agit de l'Union des populations du Cameroun sous la conduite de Robert Bapor-Lipote, le Mouvement pour la défense de la République, le MDR, sous la présidence de Daïssal Tigana Tassi, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN, conduit par Robert Kona, et bien sûr Jean-Jacques Bogol III du PRAC. Première question, d'abord sur la forme, est-ce que vous comprenez pourquoi c'est le MINAT qui reçoit les déclarations de soutien à la candidature de Paul Biya? Non, je ne comprends pas pourquoi c'est le MINAT qui reçoit les déclarations de candidature, de soutien de certains présumés leaders de formation politique à Paul Biya. Parce que c'est une affaire qui se passe entre les partis politiques. Donc je me serais attendu à ce que des responsables de partis politiques, c'est-à-dire rencontrent le responsable du parti politique au pouvoir. À défaut de rencontrer le président Paul Biya, qui est président national du RDPC, il devait rencontrer le secrétaire général du comité central du RDPC pour dire nous soutenons le président Paul Biya. Donc il y a un problème de confusion entre l'État et le parti dans ce qui s'est passé au niveau de la forme. Ça ne veut pas être le MINAT, même s'il est un militant du parti au pouvoir. Avant de revenir sur le fond, je voudrais avoir l'avis des autres sur le panel. Maître Tchekali Assad, vous comprenez? Ce que le bon sens n'explique pas, l'excès, le passé du ministre Atangadji l'explique aisément. De tout le gouvernement, Biya, c'est lui qui veut montrer qu'il est le plus solide soutien de ce régime. C'est lui qui s'illustre le plus par les exactions et sa façon de tordre le cou au doigt. Absolument pas, ça ne me surprend pas. Alors, je vais commencer peut-être par vous, mais je retiens plus c'est de votre formation politique qu'il s'agit. C'est vrai que votre mandat n'a pas encore annoncé officiellement sa candidature. C'est vrai qu'il y en a qui ont ouvert un débat sur la question de légitimité du président de la République ou pas. Mais ça n'est pas la question aujourd'hui. La question, c'est des partis politiques veulent soutenir la candidature du président de la République comme candidat du RDPC. Lecture de cette affaire de Maître Moustapha Ngouana. Ça renvoie peut-être avant de revenir sur le fond. Est-ce que, de votre point de vue, le MINAT a qualité pour recevoir des partis politiques dans le cadre d'une sorte de plateforme qui mettra en place pour soutenir la candidature? Je vais commencer par dire que je ne sais pas pourquoi est-ce que Tegan fait la langue de bois. Le tam-tam du président de la République, qui est la CRTV, c'est le directeur général de la CRTV qui le dit, Oui. fait une publication dans laquelle il déclare que les partis politiques soutiennent la candidature du président de la République. Il s'en va rencontrer le MINAT, qui est supposé être un acteur neutre. Cet acteur neutre, curieusement, prend fait et cause pour ces leaders, je ne vais pas dire ces leaders usurpés, parce qu'il faut même le dire. Oui, parce qu'on n'est pas encore sur le fond. Il prend fait et cause pour ces leaders usurpés, en marge des règles de fonctionnement de la République, oui. Parce que lorsque la justice est prononcée quand même sur un certain type de litige, le ministre de l'administration territoriale, à peine de vouloir se rendre coupable de rébellion, ou bien de refus d'exécuter une décision de justice, ne devrait pas agir tel qu'il est en train de le faire. Mais il faut voir dans cet activisme autre chose. C'est-à-dire que la volonté, certainement, pour le ministre de l'administration territoriale, d'empêcher aux Camerounais de se souvenir des frasques qui sont les siennes, notamment dans les affaires Covid et bien d'autres. Donc, il ne peut venir à l'esprit à aucun acteur véritable qui connaît le processus électoral qu'un individu qui est censé être neutre. Parce que quand on dit que le MINAT est membre de la commission locale de vote, donc dans chaque bureau de vote, il y a un représentant du MINAT. Mais si le représentant du MINAT
qui est censé, c'est-à-dire que selon les règles républicaines, être un personnage équilibré, c'est-à-dire qui est pour tout le monde, un personnage équanime, qui n'est pas là pour soutenir une partie plutôt que l'autre. Ça questionne même sur, c'est-à-dire que sur la sincérité du processus électoral que nous sommes en train de mettre sur pied. Lorsque un des acteurs supposément neutres décide de faire un activisme un peu brutal s'agissant de la candidature du président de la République. Pour moi, ça questionne et ça interpelle même, c'est-à-dire que sur l'aptitude du ministre à comprendre quels sont les tenants, les aboutissants de sa fonction. Parce qu'il faut pouvoir questionner cette capacité-là qu'a le ministre à pouvoir savoir même quel est le rôle qu'il est censé jouer dans le processus électoral. Parce que, et ça c'est également cette espèce de mal-donne qu'on a au Cameroun. Parce que quand vous lisez l'article 7 de la Constitution, par exemple, le président de la République ne doit pas avoir une autre fonction publique, mais le président d'un parti politique. Et lorsque vous êtes minate, même si vous êtes l'émanation d'un parti politique, il y a une tenue que vous devez avoir en public. Et malheureusement, dans son activité quotidienne, le minate est complètement aux antipodes de l'attitude qu'il devrait avoir, parce qu'il a également un rôle à jouer dans le processus électoral. Donc, on questionne sa sincérité. Non, Kambia, je crois qu'on se souvient, je ne sais pas, c'est vous qui aimez bien rentrer dans l'histoire politique du pays, on se souvient de ce débat. Je crois qu'il y a d'ailleurs cette interview dont beaucoup parlent, d'une interview du président de la République accordé à Henri Bandolo, avec en toile de fond la question de la primauté de l'État sur le parti. Il y a également cet incident dans le protocole pendant la visite du président Mitterrand au Cameroun au sujet de la primauté de l'État sur le parti. Et on se souvient très bien que dans la position du président Paul Biya, il n'y avait pas de débat là-dessus. Le parti, non, l'État est au-dessus du parti. C'est une vision qu'il a toujours défendue. De son point de vue, il doit y avoir une ligne de démarcation claire entre l'État et le parti. Alors, lorsqu'on regarde cette vision-là et qu'on observe des attitudes ou bien des comportements comme ceux qu'on voit en ce moment, est-ce qu'il y a une rupture totale entre cette vision du chef de l'État et la pratique quotidienne de certains membres du gouvernement au sujet justement de cette confusion qui y aurait entre le parti et l'État? Oui, effectivement, il faut remettre les choses dans leur contexte avant de revenir sur la question de fond relativement à la rencontre entre le MINAT et les responsables les présumés responsables de certaines formations politiques. Il dit bien présumés. Avant de revenir là-dessus, je vais ramener les choses dans leur contexte pour dire que le problème de l'État et du parti, ces problèmes se sont posés avec beaucoup d'acuité lorsque le président Amadou Ahidjo, qui avait démissionné, avait laissé la possibilité à son successeur constitutionnel, le Premier ministre Paul Biya, qu'il avait soutenu et demandé au peuple de le soutenir, la possibilité de devenir, comme il est depuis 43 ans bientôt, président de la République. Alors, à quel moment ça s'est posé? C'est parce qu'il faut le rappeler. Amadou Ahidjo, de regretter moment, premier président de la République du Cameroun, avait démissionné de ses fonctions de président de la République. Il n'avait pas démissionné de ses fonctions de président du parti au pouvoir, UNC, Union nationale camerounaise. Alors, lorsqu'il y avait des rencontres officielles au niveau de l'UNC, comme au niveau des activités de l'État, le président Amadou Ahidjo, comme il avait été président de la République, il estimait qu'il doit, dans le protocole de l'État, jouer le rôle qui était le sien jusqu'au 6 novembre 1982, c'est-à-dire celui qui coiffe tout. Alors il y a eu beaucoup de débats là-dessus, il y a même des débats entre juristes, constitutionnalistes, juristes et publicistes sur cette question. Parce qu'il y avait Paul Biya, effectivement, qui avait pris le pouvoir à partir du 6 novembre 1982. Ahidjo était là, il était encore là avant l'épisode de l'exil que tout le monde connaît. Il avait cette tendance à mettre de fait le parti au-dessus de l'État. Alors, le président Paul Biya, je pense qu'il a trouvé qu'il y avait un problème. Parce qu'il est juriste de formation déjà, il a entouré des juristes dans le cadre de ses activités. Et il me semble que la réflexion a été abondante à l'époque, je m'en souviens. Et puis, les choses se sont progressivement régularisées. C'est-à-dire qu'au niveau du protocole de l'État, c'est le chef de l'État qui est le dernier arrivé, et non pas le président du parti. C'est-à-dire, et Paul Biya a maintenu depuis cette époque que le président de la République, par ses fonctions, parce qu'il incarne la République au-dessus de l'État. L'État au-dessus du parti. C'est-à-dire la primauté de l'État sur le parti. Je pense que très vite la question s'est régularisée, mais ça s'est régularisé dans des conditions difficiles, pénibles et même tragiques. Tragiques parce qu'il a fallu par la suite qu'il y ait ce vrai faux complot du président Amadou Ahidjo contre le président Paul Biya. Il a fallu qu'il y ait, ça c'est en 83, il a fallu qu'il y ait
dans la nuit du 6 au 7 avril, cette tentative de coup d'État, dont tout n'a pas encore été dit jusqu'à ce jour, sur les faits qui se sont déroulés, sur ces morts que la République a connues. Alors, Maître Degem, je voudrais qu'on revienne maintenant sur la question de fond. Alors, le ministre... C'est en tant que militant du RDPC, porte-parole du RDPC sur ce plateau, il tient ses raisonnements. Il faut comprendre qu'il admet que ce qui a été fait n'est pas juste. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas sûr que ça a été fait. Quand vous révisez l'article de Cameroun de CRTV, la CRTV n'a pas dit qu'ils sont allés demander audience, mais Tegem. La CRTV n'a pas dit qu'ils se sont entretenus avec Atangadji. La CRTV dit qu'ils ont remis leur déclaration de soutien. On remet une déclaration de soutien, ça veut dire que c'était écrit. Je suis avocat comme toi, Tegem. Si quelqu'un entre dans mon cabinet et me tend un papier où c'est écrit à monsieur le procureur de la République, Cheikh Ali, je vais lui dire que je n'ai pas de qualité. Voilà ça ici. Il dit les leaders de l'IPC, virgule, du MDR, virgule, du PCRN et du PRAC ont remis des déclarations de soutien et d'appel à la candidature de Paul Biya. Je parle le même français que toi, Tegem. Monsieur Duval, tu as dit je soutiens Biya, tu as dit j'ai fait des déclarations. Mais lorsqu'on dit que j'étais remis une déclaration, ça ne peut être qu'écrit. On ne remet pas de paroles. Il ne peut y avoir aucune. Il ne peut y avoir aucun malentendu. Ils sont allés, ils ont remis des déclarations de soutien écrites. Tout comme certains chefs traditionnels du Maï Dana, ils sont allés faire des déclarations devant le ministre, je ne sais pas, de l'éducation physique ou Foutsing. Dans cette tragicomédie-là, nous devons avoir de la hauteur, M. Tegem. Nous devons avoir de la hauteur. Quand vous dites, dans le fond, vous avez cité seulement le cas du PSRN ou du MDR. Atangadji a fait encore plus grave parce qu'il est allé à l'encontre d'une décision du Conseil constitutionnel concernant le MDR. Puisque le Conseil constitutionnel avait clairement établi qui est le leader du MDR. Tout à fait. Non, à la vérité, votre question était de savoir si c'est juste ou pas, dans le fond. Votre consultant fait bien de nous rappeler le divorce qu'il y a eu entre Aïdjo et Ibrahim. Ce problème n'a jamais été résolu. La question de la primauté entre l'État et le parti n'a jamais été résolue. Nous envoyons un exemple chaque fois qu'il y a une manifestation publique. Quand on donne l'ordre d'arrivée des personnalités à la tribune officielle, on dit les membres du comité central du RDPC. C'est leur habitude, M. Duval. Ça ne méritait même pas les honneurs d'un plateau. Disons qu'il fallait qu'on se demande pourquoi ils le font, pourquoi cette agitation, pourquoi ils ramènent leur comparse. Je dis bien comparse, pour les gens qui l'ont reçu là. Kona n'est plus président du PSRN. Tigana, le Conseil constitutionnel, et j'avais eu le plaisir d'assister à cette audience lorsque même Gouana leur rappelait qu'un parti politique n'est pas dynastique. Le cas de l'UPC, c'est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, tous ont tranché. Tout à fait. Et aujourd'hui, Atangadji s'assoit, il reçoit des déclarations écrites de ces gens. Pardon en français, mais Tegem, on te dit que c'est pas normal. Ce n'est pas le rôle de Atangadji de recevoir les déclarations, que ça soit de soutien ou d'amitié ou d'amour. Oui. C'était à QET qu'ils auraient dû aller donner. Ou bien à un président de section, dans les normes des choses. Maintenant que ça a été fait à la mauvaise personne. Maintenant, est-ce que dans le fond, est-ce que je me sentirais à l'aise, comme tu aimes bien le rappeler, est-ce que je me sentirais à l'aise de savoir que celui qui est un acteur censé être impartial du processus électoral se charge de collecter ou bien de prospecter des soutiens pour la candidature de quelqu'un qui sera mon adversaire en octobre 2025. Ça aurait dû m'inquiéter. Seulement conscient et me basant sur la puissance de mon parti politique, je dis que c'est Simagré-là. Ça ne fait même pas battre notre cœur un tout petit peu, puisque ça ne servira à rien. Bon, je vais juste préciser qu'il faut bien parler du MINAT, donc ministre, institution, pour qu'on n'ait pas le sentiment qu'on... Oui, nous parlons de l'administration territoriale à Atangadji. Ok. Alors, Maître Ngouana, quelle est votre analyse d'abord sur... Il y a des décisions qui sont rendues par des juridictions, mais de toute évidence, cela n'est pas pris en compte par le MINAT et qui reçoit ceux qui sont présentés comme les leaders de ces partis politiques. Moi, je pense que le MINAT est, comme à l'accoutumée, dans un processus d'accumulation de bourdes. Parce que il vous souvient que le même MINAT a convoqué le directeur général de l'ECAM. Alors que je crois qu'il est personnalité ressource du RDPC dans la maison. C'est bien connu. On s'est dit que, et curieusement, le directeur de l'ECAM s'est rendu à cette convocation qui a été faite.
Je poursuis. J'ai le malheur ou l'avantage, j'ai le malheur ou le bonheur d'être très souvent partie prenante dans le contentieux des élections et d'en avoir une certaine expertise. J'ai représenté le MDR, mon confrère M. Djawé Paulin, avec qui j'ai des rapports amicaux. M'a sollicité lorsque, je crois, 2 enfants d'Aïssala, une de ses filles, et je crois c'est même d'Aïssala Tigana. Oui. Ils ont engagé une procédure devant le Conseil constitutionnel. J'ai été requis à l'effet, j'ai été sollicité à l'effet de représenter, de défendre ses intérêts. Effectivement, mon confrère était là. Je l'ai rappelé, les partis politiques ne font pas partie des patrimoines transmissibles aux descendants. Ce n'est pas une affaire dynastique ou héréditaire. Donc, et ce qui était curieux, c'est que les enfants d'Aïssala n'avaient même pas les statuts actualisés de leur formation politique. D'ailleurs, ils se sont levés comme ça un matin, comme un cheveu dans la soupe, pour venir prétendre, comme le père est mort, il doit prendre sa suite. Il doit prendre sa suite. Il n'avait pas les statuts, maître. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les statuts actualisés. C'est-à-dire que même les fonctions au sein du MDR avaient évolué dans l'intervalle. Ils avaient les statuts, ils avaient des anciens statuts. Même c'est-à-dire que même les fonctions qu'ils désignaient dans leur requête étaient contraires au statut du parti. Ils ne savaient pas de quoi il était question. Je les ai fait valdinguer devant la barre et le Conseil constitutionnel a donné raison à mon confrère, Maître Djawé. Et c'est d'ailleurs même pourquoi on l'aurait finalement adoubé en le désignant sénateur. Donc je pense que sur ce point-là, le débat aurait dû être clos. Le ministre de l'administration territoriale, toujours lui, a voulu faire le coup au CPP et à l'UPC. Ces 2 formations politiques l'ont traîné par devant la justice. La justice camerounaise s'est prononcée de manière définitive. Et, curieusement, un acteur qu'on doit qualifier de trublion aujourd'hui pour l'UPC décide de venir pécher à nos troupes au détriment des intérêts de l'UPC. Parce qu'il faut que je le dise avec gravité, parce que tout à l'heure on va aborder des questions mémorielles. Il est impensable qu'un véritable UPCiste puisse essayer de soutenir un parti ojolatiste. Parce que beaucoup parlent, mais ils n'ont pas de repères historiques. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le RDPC n'est que l'UC et l'UNC qui a changé les dénominations. Et c'est les partis dont la construction a été mise sur pied par un homme qu'on appelait Louis-Paul Ojoula. Et Louis-Paul Ojoula, avant tous ceux qui l'ont précédé, se sont organisés pour détruire l'UPC. Les assassinats et autres qui ont été organisés contre nos leaders nationalistes. Le parti qui dirige le Cameroun aujourd'hui n'est que la continuité de ceux qui ont commis toutes ces exactions-là. Donc c'est avec gravité que je le dis, parce qu'il est impensable que vous puissiez vous prétendre UPCiste. Et que vous vous retrouviez en train de faire des déclarations aussi loufoques, en prétendant que vous venez soutenir l'UPC, vous venez soutenir le RDPC, alors que le RDPC, s'il y a un parti politique avec lequel l'UPC ne devrait jamais s'acoquiner. C'est-à-dire que si les gens ont un minimum de substrat idéologique, c'est-à-dire que s'ils connaissent l'histoire de leur formation politique, c'est que l'UPC ne devrait jamais se retrouver avec le RDPC. Aujourd'hui, nous avons encore M. Robert Kona. Le même Atangandi. Lorsque M. Kabal Libi a procédé a pris le contrôle du PCRN, il a informé le ministre de l'administration territoriale. Mais aujourd'hui, c'est le même ministre de l'administration territoriale, pour des raisons purement politiciennes, qui décide de le mettre en quarantaine. De le mettre en quarantaine, parce qu'il faut qu'en 2025, le président Paul Biya, qu'il s'est affaibli, et c'est normal qu'il soit affaibli. Je n'aime pas souvent dans le débat public évoquer les arguments religieux. Mais le Somme 90, verset 10 vous dit que le temps de nos jours dure 70 ans, pour les plus robustes 80 ans. Donc quand un homme vit au-delà de 70 ans, c'est un bonus que Dieu lui a donné. Et il devrait plus se soucier des questions qui concernent sa santé qu'autre chose. Et d'ailleurs, depuis 2018, il a fait un seul conseil des ministres. En 2018, à la campagne présidentielle, il a fait 12 minutes à Maroua au titre de la campagne électorale. Aujourd'hui donc, le ministre de l'administration territoriale, qui est censé faire peut-être un encadrement comme Tegam dit, mais il n'est pas censé, ça dit que entrer dans le fonctionnement quotidien des formations politiques, au point de vouloir les déstructurer, parce qu'en réalité c'est de cela qu'il s'agit. Et ils le font particulièrement à l'égard de l'UPC, parce qu'à chaque fois, on s'organise pour que des personnes qui n'ont pas qualité désignent des candidats au détriment des intérêts de ceux qui sont en réalité les véritables responsables de l'UPC. Et on ne peut pas continuer en République à laisser les choses passer. Parce qu'en réalité, c'est des actes de rébellion, c'est des infractions qu'il est en train de commettre. Et il faudrait que les responsables politiques suivent l'exemple
que les partis comme le MRC, le FCC sont en train de démontrer sur la place publique. Lorsque nos responsables administratifs posent des actes qui sont contre la Ligue, il faut les tenir devant la justice. Même si par le la justice ne fait pas le travail qui est le sien. C'est-à-dire que pour l'histoire, il faut que chacun fasse sa part. Okay. On devrait laisser que les choses se déroulent dans le sens que le Tegem raconte. Alors, toujours en rapport avec la présidentielle, Maître Georges Tegem, le MINAT, a reçu aussi des déclarations des chefs traditionnels qui font leur choix. Monsieur Bapoli Pot est un citoyen camerounais qui a le droit de faire un choix. Mais pas de parler au nom de l'UPC. Il ne peut pas, celui qui parle au nom d'une formation politique et l'UPC a un secrétaire général. Monsieur Bapoli Pot ne peut pas parler au nom de l'UPC, monsieur Tegem. Si vous vous vantez de la qualité de juriste que je vous reconnais, il y a des fondamentaux que vous ne pouvez pas omettre. Est-ce que... Oui, mais sauf que Maître Tegem dit que ce n'est pas au nom de l'UPC qu'il a parlé. Mais l'article dit bien. L'article parle bien de l'UPC, c'est le responsable de formation politique. Il est de l'UPC. Oui, mais il n'est pas la voix autorisée à parler au propos de l'UPC. Excusez-moi. Non, c'est comme non. On a été exclu du PSR. Excusez-moi. Le PSR a été exclu du PSR. Depuis quand? Depuis quand? C'est lui qui me l'a appelé. Vous avez décidé. Je suis un avocat. Oui, non, il y a encore... Non, c'est le seul parti. C'est une décision du parti. Est-ce qu'il n'a pas attaqué cette décision? Monsieur Tegem, est-ce qu'elle est définitive? Monsieur Tegem, le fait d'attaquer le droit. Monsieur Tegem, je ne suis ni du PSR, ni un sympathisant du PSR. D'ailleurs, tous ces derniers temps, nous sommes la cible principale du PSR. Mais l'honnêteté intellectuelle me dit, et d'ailleurs avant moi, le professeur Camto, nous nous indignons toujours lorsque le ministre de l'administration territoriale, et c'est toujours le même Atangadji, Marafa ne faisait pas ça. Marafa ne s'immisçait pas dans la gestion interne des partis politiques. Nous nous indignons toujours lorsque le ministre de l'administration territoriale s'immisce dans la gestion quotidienne des partis politiques. Et comme même Guana le dit si bien, chez nous, il a... Qui essaie ici de tenter d'avoir... Mais sur la question des chefs traditionnels. C'était qu'il a tellement, il a perdu sur la terre. Confrère, vous êtes ministre de l'administration territoriale, vous êtes assis dans votre bureau. Oui. Quelqu'un vous dit, je remets la signature, vous le recevez. Parce que le ministre a repris la porte ouverte. Je dis, je n'ai pas qu'à recevoir ça. Monsieur, quand quelqu'un vient, vous êtes ministre. Ce n'est pas le porte-voix du RDPC. Il n'est pas le porte-voix du RDPC. Monsieur Tegem, vraiment, c'est vous qui parlez de République exemplaire en constitution. Est-ce que vous il y a un responsable de la communication du RDPC, quoi, c'est Fameux Ndongo. Il y a Jean qui était également qui est le secrétaire général de votre formation politique. Ils sont ces personnalités existent. S'il y a un document à leur remettre qui concerne le parti politique, ce sont ces personnes-là qui sont censées recevoir du document. Vous ne pouvez pas confondre la fonction ministérielle à celle de responsable d'un parti politique. Très bien. Il faut que vous puissiez savoir. Cet engagement politique des chefs traditionnels ne désacralise pas la fonction chefale. Ma réponse est oui. Parce que les chefs doivent être au-dessus de ces considérations politiques. Parce que dans leur communauté respective, ils ont des sujets qui sont dans toutes les formations politiques. Partis au pouvoir, partis d'opposition, il y en a qui ne sont même pas dans les partis politiques. Et ils sont des autorités traditionnelles. C'est-à-dire que c'est les gardiens de la culture et de la tradition. Ils doivent être au-dessus de toutes les considérations politiques et considérer leurs sujets. Ils sont de toutes les formations politiques comme leurs fils et filles. C'est pour cela que je pense qu'il y a un réel problème dans cet engagement politique-là, dans cette déclaration politique que certains ont signée et que d'autres n'ont pas signée. Maintenant, je réponds à votre question. La question des signatures. Parce qu'il y a deux types de signatures que nous avons observées à l'issue de la réunion de ces centaines de chefs traditionnels camerounais. On a parlé de 300 chefs traditionnels. Oui, 300 chefs traditionnels. Et il y a un problème, parce que le premier problème, c'est que à la fin de leur rencontre, à la fin de la déclaration politique qui est faite, officiellement, il n'y a que 12 signatures. Alors qu'ils sont plusieurs centaines de chefs qui ont pris part à la rencontre. Mais il n'y a que 12 signatures. Je ne reviendrai pas sur les noms des signataires, ce n'est pas important. C'est le nombre. Vous êtes plus de 300 à vous réunir, on fait une déclaration, il n'y a que 12 qui signent. Et cette déclaration, c'est une motion de soutien à la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. De l'autre côté, il y a un autre type de signature qui, selon nos informations, sont en réalité, ou seraient en réalité, des signatures qui figurent dans les listes de présence, puisque c'est par région, on les voit.
C'est-à-dire que les fiches de signature qu'on a vues publiées dans le quotidien national seraient en réalité les fiches de présence que les participants ont signées dès leur arrivée. Et elles sont plus nombreuses, ces signatures-là. Mais on voit bien que la plupart de ces signatures, qui sont en réalité des fiches de présence, ne figurent pas parmi les 12 signatures officielles qui clôturent cette motion de soutien, cette déclaration de candidature. Et cela m'amène à dire une ou deux choses. La première chose, c'est qu'il y a eu manipulation. Manipulation par ceux qui ont voulu faire croire, à travers la publication par le quotidien national, de plusieurs listes, de plusieurs signatures de chefs, que ces chefs-là auraient soutenu, n'est-ce pas, la déclaration politique, la motion de soutien, que eux aussi, en dehors des 12, participent, ont contribué au soutien à la candidature. Ça, c'est une grosse manipulation. Ça, il faut le dire, c'est une grosse manipulation. Parce qu'officiellement, il n'y a que 12 signatures. L'autre raison, c'est que nous sommes dans un contexte sociopolitique assez particulier, parce qu'il y a l'élection présidentielle en 2025, et la figure du chef supérieur, la figure des chefs traditionnels est importante au Cameroun, et notamment dans certaines régions. La perception que l'on a des chefs traditionnels n'est pas la même dans toutes les régions du pays. Elle est très forte dans des régions comme l'Ouest, le Nord-Ouest, tout le Grand Nord, la Damawa, le Nord, l'extrême Nord. Et nous savons que généralement, on l'a vu d'ailleurs lors des élections présidentielles précédentes, comment il y a eu des stratégies semblables de manipulation, d'instrumentalisation des chefs traditionnels pour faire croire qu'ils ne soutiennent pas tel candidat, ils soutiennent plutôt tel autre candidat. Rappelez-vous l'élection présidentielle de 2018, où on a fait croire que les chefs traditionnels de l'Ouest avaient rejeté leur fils candidat du MRC. En 2018, il y a eu un grand meeting à Bafoussam. Il pleuvait, une pluie orageuse ce jour-là. On a fait croire que le candidat né à Bafoussam, qui va s'opposer au candidat du parti au pouvoir, a été rejeté par les chefs. Mais je dois dire ici, au-delà de toute la contestation qui est faite sur les résultats de l'élection présidentielle de 2018, il faut le redire que ce qu'on a voulu faire passer est totalement faux. Parce que ce que les chefs là ont dit à ce moment-là ne correspond pas aux résultats qu'on a vus dans les yeux. L'Ouest, les fils et filles de l'Ouest n'avaient pas rejeté ce candidat-là. Je poursuis ma démonstration pour dire que cette façon d'infantiliser les chefs supérieurs, les chefs traditionnels, cette façon de banaliser la fonction chefale et cette façon finalement d'instrumentaliser nos rois qui font la fierté de nos cultures, de nos traditions, n'est pas bonne dans une république qui se veut exemplaire. Et là, je m'adresse à Maître Tegen. Je chante la République exemplaire en construction. Il ne faut pas que le parti au pouvoir, que des élites, membres du gouvernement, transforment nos chefs en des sortes de... Je voulais dire comédiens. Ce ne sont pas des enfants. Ce sont les gardiens de la tradition. Et je suis heureux. Et ça, je termine par là. Je suis heureux parce que la majorité des chefs traditionnels n'ont pas signé ce document. Plusieurs centaines n'ont pas signé. Il n'y en a que 12 qui ont signé. Et cela montre qu'on ne peut pas les manipuler. Et qu'ils ne sont pas d'accord avec cette motion de soutien. Alors, Maître Moustapha Angola, quelle est votre lecture de cette affaire, de cette polémique qui enfle au sujet, n'est-ce pas, de cet engagement politique des chefs traditionnels qui appellent à la candidature, qui soutiennent la candidature du président de la République? Je fais mieux les propos d'Edmond déjà. Et je précise de plus fort qu'on est quand même dans une situation où l'État du Cameroun est à la ramasse. Notre pays est en difficulté sur tous les plans. Il me souvient que lors de son adresse à la République le 31 décembre, le président de la République en était encore à résoudre les problèmes d'adduction d'eau à Douala et à Yaoundé. Je ne parle pas de l'arrière-pays où les gens boivent de l'eau dans les marigots et je ne sais pas trop. Les chefs sont au contact des réalités que vivent nos populations au quotidien. Les chefs touchent du doigt la misère. Il faut bien le dire. Il y a très souvent, parfois une misère particulière dans l'arrière-pays. Et les chefs sont au contact de la dite misère. Il n'y a pas d'hôpitaux dans les villages. Il n'y a pas de routes. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a absolument rien dont on peut se vanter, qu'on peut mettre au crédit du gouvernement RDPC. Et lorsque on fait ce triste constat-là, qu'un chef
qui est censé être au-dessus de la mêlée, en vienne à prendre position pour soutenir ce gouvernement qui faussoie les avenirs, qui faussoie les avenirs des populations, c'est-à-dire l'avenir des enfants de leur terroir. Ça questionne sur la capacité de ces derniers à mesurer le poids de leurs charges. Parce que j'avoue que lorsque vous avez un chef traditionnel qui est de votre contrée, qui fait un activisme politique dans une formation qui plus est n'apporte pas le minimum aux populations, vous comprenez qu'il se met directement dans une position d'adversité avec les citoyens qu'il est censé contrôler et qui appartiennent à d'autres formations politiques. Dans l'acception qui est la mienne et pas que la mienne, le chef est censé être au-dessus de la mêlée. Le chef n'est pas censé être partisan. Parce que nous avons eu la particularité, c'est que les populations entretiennent leur chef. Mais lorsque le chef maintenant prend les intérêts contre eux, à quel moment encore le chef recouvre-t-il la dignité qui est censée être la sienne? J'avoue que j'aurais beaucoup de mal à conférer, à me rapprocher d'un chef de village qui manifeste un activisme particulier au profit du parti au pouvoir, ou bien qui manifeste même de l'activisme politique tout court. Notre société est une société qui a ses particularités. Et le chef ne doit pas être partisan. Le chef doit être cette espèce de couverture pour tous ses enfants. Il doit être celui vers qui tout le monde peut se retourner. Mais lorsque le chef décide de choisir un camp, il se met au même niveau que le citoyen lambda. Il me souvient qu'il y a un très grand chef qui avait même été sous-préfet et qui est devenu chef d'un très grand village de la région de l'Ouest. Quand de mes camarades qu'un ancien camarade du SDF avait bousculé en public, parce que les deux étaient opposés sur le terrain de la propagande politique. Je ne veux pas le nommer, mais ceux qui ont un peu d'histoire savent très bien. Je dis un chef très puissant de la région de l'Ouest qui fait partie autrefois de la grande MIFI. Oui. Donc vous comprenez, donc, quand le chef cesse d'être cette espèce de modèle, cette espèce de parangon que doivent suivre les populations, un parangon qui doit défendre leurs intérêts, il se met donc au même niveau que les citoyens lambda. Et à ce moment-là, ça dit qu'il n'y a plus d'égard pour sa personne. Et je voudrais, s'il vous plaît, si vous me permettez de faire une digression toujours sur le sujet, pour dire que je dois dire mon rôle au cœur particulièrement, parce que parmi les 12 chefs qu'on dit avoir signé, il y a le chef Baham. Je veux dire que les gens doivent aussi quand même avoir des repères historiques. Je pense que le peuple Baham est celui qui est parmi les peuples de Grassfield, un des peuples qui a vu un de ses chefs tué pendant la exécuté sur la place publique. C'est un oncle du chef Baham. On l'appelait Kamganyim. Il était député ici, il était député de ce pays à 20 ans. Le plus jeune ministre, le plus jeune ministre de la République du Cameroun jusqu'à ce jour. C'était quand même son nom, c'est l'histoire de sa famille. Oui. Et aujourd'hui, vous voyez, je ne suis pas militant du MRC, mais vous imaginez un peu que je suis citoyen, je suis le professeur Kamto. Et le chef de mon village, je ne demande pas qu'il me soutienne, se retrouve en train de faire cette espèce de transe jubilatoire au profit du RDPC. Je dis que c'est un problème. Et aujourd'hui, la plupart de ces chefs-là sont ostracisés par leur communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque je reviens de Baham, j'étais aux obsèques. Hier, j'étais aux obsèques du père d'une de mes amies. Mais lorsque j'entendais la communauté Baham parler de son chef, ce n'est plus avec le même respect c'est plus le même respect qu'autrefois. Et donc, ça questionne donc sur. C'est-à-dire que je crois qu'il faut interpeller nos chefs traditionnels. Nous ne leur demandons pas de ne pas avoir d'opinion, mais je pense qu'ils doivent maintenir leur quant à soi, ils doivent avoir de la réserve, ils doivent avoir de la mesure. Il y a des positions publiques qu'ils ne peuvent pas avoir. Ils ne s'appartiennent pas. Lorsqu'on est chef de village, on ne s'appartient pas. Parce que toutes les positions que nous prenons sur la place publique irradient sur les personnes que nous sommes censés contrôler. Alors, mais Cheikh Ali Assad, quelle est votre perception de la place que les chefs traditionnels doivent occuper par rapport à l'engagement politique? Est-ce que le fait de prendre des positions partisanes dilue un tout petit peu leur autorité, le charisme et l'aura qu'ils doivent avoir vis-à-vis de leur sujet, de leur population? Oui, merci pour la question, M. Duval. Je trouve qu'elle est importante. Au-delà de la perception que j'ai, moi, en tant que Cheikh Ali, en tant qu'individu, vous devez savoir qu'au MRC, nous y attachons tellement d'importance qu'il y a tout un secrétaire national chargé des questions traditionnelles. Et j'ai cet honneur d'être le secrétaire national chargé des questions traditionnelles. Pour tout parti qui aspire à conquérir ou à exercer le pouvoir en Afrique, la question de la chefferie traditionnelle est l'une des questions les plus délicates et les plus importantes. C'est pourquoi quand j'ai vu
je le dis de façon claire, quand j'ai vu ce qui s'est passé à Yaoundé, j'en ai été écœuré. Pas seulement de par mes fonctions politiques. Rendez-vous compte, parmi les signataires, les 12 signataires, il y a un qui est mon cousin. Tout est Lamido. Il y a un deuxième Lamido qui fut mon ami avant qu'il n'accède aux fonctions lamidales. Par exemple, depuis qu'il est devenu Lamido, on n'a plus eu l'occasion de nous revoir. Il y a un troisième que je... Et le troisième n'est même pas du Grand Nord. C'est quelqu'un qui a largement l'âge d'être mon père. Et qui est aussi chef. Mais que j'ai toujours considéré comme mon père spirituel. Il est difficile pour moi, par exemple, de payer les hôtels dans la région du Sud parce que je suis considéré comme étant son fils spirituel. Vous avez dit, j'ai été écœuré et j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, en fait, depuis qu'ils ont signé ça, à comprendre comment on en est arrivé là. Parce qu'il faut chercher les causes pour comprendre. Ce n'est pas tous les chefs traditionnels qui ont... Mais qu'est-ce qu'ils vous ont confié? Ils vous ont confié qu'ils ont participé effectivement à la réunion et qu'ils ont effectivement signé le document de déclaration? Non, je n'ai pas contacté personne. Okay. Il faut être honnête, j'étais suffisamment... À la base, vous devez vous rappeler que c'est l'association des chefs traditionnels. C'est une association qui a été fondée à l'époque du ministre Marafa, lequel y avait mis son veto clair. Et qui était même allé rencontrer M. Biya pour lui dire que cette histoire ne nous mènera à rien de bon. Il dit il y a un petit groupuscule de chefs traditionnels de 3e degré, à la légitimité douteuse, qui veulent embrigader les chefs. Il a dit vraiment. Et si vous vous rappelez, le premier forum des chefs traditionnels du Cameroun, le minat de l'époque, le ministre d'État, Hamidou Marafa Yahya, bien que militant du RDPC avait refusé d'y assister. Je crois que c'est tout vous dire. Mais comme les choses s'effritent au fil du temps, y compris l'honneur et la dignité, aujourd'hui, le petit groupuscule a réussi son coup à embrigader le plus grand nombre de gardiens de la tradition. En leur disant que si tu vas à gauche, si on te dit va à gauche, et bien sera content de toi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a une manipulation. Mais c'est une manipulation qui est dans l'ADN même de ce groupuscule. L'une des dernières recommandations signées par Marafa avant de quitter le ministère de l'administration territoriale, c'était entre autres d'engager une réflexion profonde sur l'avenir des chefferies traditionnelles, de toiletter et d'enlever les chefs à la légitimité douteuse, et d'interdire aux chefs de s'immiscer de la question politique. Mais Tegem, à qui vous allez donner sans doute la parole, après vous dira que le chef, il a déjà dit, que le chef en tant que a le droit citoyen. Non, monsieur. Non, certaines fonctions sont incompatibles avec une appartenance avec les partisans. À titre d'exemple, lorsque l'UNDP n'avait pas rejoint la coalition, la plateforme gouvernementale, on a destitué tout un lawan du Diamaré. Le lawan du plus grand lawana, si vous permettez la tautologie. Le lawan je crois de Koné ou Congola. On l'a destitué parce qu'il avait pris sa carte de militant à l'UNDP. Alors que ce sont ces aïeux qui ont toujours régné à la tête de cette chefferie de 2e degré. Donc, mais comme je l'ai dit, le malheur de notre nation est que chaque année qui passe nous voit perdre un peu plus en dignité et en honneur. Permettez-moi, M. Duval, une chose que vous n'avez pas relevée, c'est qu'après la déclaration des chefs traditionnels, maintenant les gens se sont réunis en clan, en appartenance tribale, régionale ou religieuse, pour faire maintenant des déclarations. Par exemple, certains sont allés faire des déclarations vidéo dans les locaux du ministère retenus par leurs frères. C'est-à-dire le département X, qui a comme personnalité ressources et ministère. Alors, la délégation donc, des chefs traditionnels du dit département, profitant du passage à Yaoundé pour gratter quelques prébendes, et aller là-bas avec tout le faste qu'ils ont l'habitude de faire, pour faire cette déclaration, et leur dire d'aller dire à Biya qu'ils vont le soutenir. J'ai entendu des chefs, ils ont dit des chefs du Nord et des imams, qui disent qu'il faut soutenir Biya parce que Biya donne de l'eau de Zamzam à 10 millions de musulmans. L'eau de Zamzam ne m'intéresse pas. C'est l'eau à boire qui m'intéresse. Et ce qui me cœur, c'est de voir des chefs traditionnels. Comme vous l'avez dit, il y a des régions où la chefferie traditionnelle était, j'ai utilisé un passé imparfait, où la chefferie traditionnelle était respectée. Aujourd'hui, vous les entraînez parce qu'ils ont été, quand vous avez dit qu'ils ont été piégés, non, ils n'ont pas été piégés. En quittant chacun le chez lui, ils savaient ce qui allait se passer. Mais ils étaient obligés de... Donc, quand ils viennent et qu'ils font ce genre de déclarations, ils passent devant les médias en disant qu'il faut voter Biya. Parce que Biya leur a donné de l'eau de Zamzam. Alors que par exemple, à l'extrême nord, on se rappelle qu'il n'y a pas longtemps, une femme a été ensevelie avec ses enfants.
Parce qu'elle était en train de creuser un trou comme un bras pour chercher de l'eau. C'est pas bon. Alors, Maître Georges Tegel, je voudrais qu'on avance